Bonjour, ça me fait plaisir de vous accueillir à ce point de presse du Centre intégré de santé et services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue du 6 janvier. L'activité du jour vise à présenter les mesures sanitaires en vigueur, à présenter également l'état de situation épidémiologique ainsi que les impacts pour l'organisation, à effectuer des précisions concernant les modalités d'accès à des soins de santé et services sociaux, puis à exposer le bilan de la vaccination contre la COVID-19. Pour ce faire, 5 porte-paroles s'adresseront à vous que je présenterai lors de chacune des allocutions. Tout d'abord, j'invite Mme Caroline Roy, présidente directrice générale, à présenter un état de situation. Oui, bonjour Sarah, bonjour à tous. Donc, toujours un plaisir de pouvoir échanger avec vous lors de nos points de presse réguliers, à la fois avec les médias, avec la population également. D'entrée de jeu, laissez-moi vous souhaiter à tous, puis à toute la population là, de notre belle région, une bonne année 2022 qui, j'espère, dans le courant de l'année, avec l'évolution des prochaines semaines, prochains mois, va pouvoir nous apporter une certaine accalmie là, au niveau de l'évolution de la situation pandémique en lien avec la pandémie de la COVID-19. Donc, plusieurs éléments, plusieurs messages que je vais rappeler aujourd'hui pour l'ensemble de notre population. Ça fait un peu plus de 2 semaines là, qu'on n'a pas eu de point de presse, donc certains éléments qu'on va rappeler. Tout d'abord, je souhaite vraiment offrir encore une fois mes condoléances, là, puisqu'on a eu quelques décès dans les dernières semaines. En fait, depuis le 18 juillet dernier, c'est 13 décès liés à la COVID-19 qui ont été constatés dans notre région. 9 depuis décembre, là, depuis le début décembre 2021. Donc, vraiment, toutes nos condoléances aux familles, aux proches qui sont affectés par ces décès, dont certains très récents. Je vais commencer par le dépistage. Donc, pour le dépistage, depuis hier, 5 janvier, vous le savez, seuls les groupes prioritaires, donc certains groupes ont été priorisés pour avoir accès à des tests de dépistage dans notre clinique de dépistage, donc les cliniques désignées qui sont présentes dans chacune de nos MRC, ainsi qu'à quelques autres lieux, là, dont, par exemple, nos cliniques désignées pour la pédiatrie, dans les urgences et autres lieux. Donc, quel que soit l'endroit où une personne se présente pour un dépistage, seuls les groupes prioritaires vont réellement pouvoir bénéficier d'un test qu'on appelle les tests PCR, qui sont offerts avec prélèvement nasopharyngé dans les cliniques. Si vous n'êtes pas une personne qui est visée par ces groupes prioritaires, on vous demande de ne pas tenter de prendre de rendez-vous. Vous n'aurez pas accès à votre dépistage, même rendu sur place, si, par exemple, l'information a été manquante. Si en date d'aujourd'hui, vous avez toujours un rendez-vous qui est actif, que vous avez pris antérieurement et que vous ne faites pas partie d'un groupe prioritaire, on vous demande aussi de l'annuler et de ne pas vous présenter là, au dépistage comme tel. Je vais faire un bref rappel des groupes prioritaires qui ont été identifiés. Donc, premièrement, les personnes symptomatiques qui font partie de certains groupes de travailleurs essentiels, dont les travailleurs de la santé, les policiers, les pompiers, les ambulanciers et les personnes symptomatiques là, selon leurs symptômes qui vont se présenter également dans nos services d'urgence. Même si certaines personnes ne sont pas symptomatiques, pour certaines catégories, elles sont aussi priorisées. Les personnes hospitalisées, donc il y a des tests de dépistage qui se font là, pour les personnes qui sont hospitalisées dans chacune de nos installations hospitalières pour confirmer s'ils sont porteurs ou non du virus, avec ou sans symptômes. Lors d'une admission aussi dans un milieu de vie, donc une personne qui sera admise en CHSLD, en RPA, dans un autre milieu de vie également, il y aura un test de dépistage qui va être fait. Également, les personnes qui sont des personnes contacts à haut risque en contexte d'éclosion confirmée, suspectée dans un milieu de vie collectif, encore une fois. Donc, à ce moment-là, avec la résidence, avec le propriétaire ou dans nos CHSLD, en fonction du risque évalué pour les personnes contacts à haut risque, oui, on va demander un test PCR, là, un test qui va être réalisé avec le prélèvement nasopharyngé tel qu'on le connaît. Également, il se pourrait que ça se produise pour certains services de garde ou certains autres milieux. Et ça, c'est vraiment notre directeur là, régional de la santé publique, qui actuellement est Dr Sobenjo par intérim, pourra nous guider dans qui devra bénéficier d'un test de dépistage pour confirmer que c'est bien un COVID positif ou non. Les dépistages systématiques, je vous le confirme également, pour les travailleurs de la santé non vaccinés se poursuivent. Donc, ceux-là ont également là, accès à des dépistages dans les cliniques de vaccination ou autres lieux, mais toujours les mêmes tests avec nasopharyngé. Pourquoi on fait ça? Pourquoi cette directive-là a été émise?
c'est que la capacité actuelle de réaliser de tels dépistages avec les laboratoires, avec les équipements, avec les réactifs disponibles, la capacité maximale, elle est atteinte et même dépassée. Ce qui fait en sorte que dans les derniers jours, dernières semaines, il y a même eu des délais dans des résultats, dans de la divulgation de certains dépistages et évidemment des délais dans la prise de rendez-vous de dépistage. Ce qui fait en sorte que pour protéger la population, pour s'assurer de rendre les services essentiels à la population, c'est nécessaire de prioriser certains travailleurs pour être capable, puis certaines clientèles telles que je vous l'ai mentionné, pour être capable de maintenir une capacité de dépistage qui respecte certains délais, qui respecte aussi là, ce qu'on souhaite offrir à notre population. Si vous avez des symptômes, donc, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, je vais rappeler les symptômes, puisque ça fait longtemps qu'on ne les a pas énumérés ici en point de presse. Donc, les symptômes, mal de gorge, nez qui coule, congestion nasale, une toux qui est nouvelle ou qui s'aggrave, de la fièvre, des douleurs musculaires qui sont généralisées, un mal de tête, une perte soudaine de l'odorat et du goût, qui est réellement typique là, en lien avec la COVID-19, grande fatigue, perte d'appétit importante. Qu'est-ce que vous devez faire? Première chose, on s'isole. Donc, on s'isole dans notre maison, dans notre domicile familial. On passe un dépistage rapide si vous en avez à votre possession. On le sait qu'actuellement, les tests de dépistage n'ont pas été distribués là, à la hauteur des besoins pour toute la population en région. Ça va venir, les arrivages vont venir, les pharmacies vont avoir d'autres approvisionnements, tout le monde va pouvoir en bénéficier. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Si vous n'avez pas de test de dépistage rapide, vous êtes considéré comme ayant la COVID, donc vous agissez comme si vous avez la COVID. Vous vous isolez selon le nombre de jours qui est prévu avec votre statut vaccinal et là, je vais pouvoir préciser là, quelles sont les règles d'isolement. Donc, si vous êtes adéquatement vacciné, puis adéquatement vacciné, c'est 2 doses du vaccin ou avoir contracté la COVID de façon confirmée et avoir une dose. Donc, si vous êtes adéquatement vacciné, vous vous isolez 5 jours suivant le début des symptômes. Et ce 5 jours-là, il est vrai et il est correct là, dans sa durée, seulement si les symptômes s'améliorent et si vous n'avez pas fait de fièvre pendant au moins 24 heures avant la fin du 5 jours. Sinon, vous prolongez votre isolement là, en fonction du début de votre symptôme jusqu'à minimalement post 24 heures là, de l'apparition du maintien des symptômes que vous avez. Et là, à ce moment-là, après 5 jours, vous pouvez mettre fin à votre isolement à la maison. Par contre, pendant 5 jours de plus, donc un total de 10 jours là, depuis le début de vos symptômes, pour les 5 derniers jours, vous avez des mesures strictes pour port de masque lors d'interactions sociales, respect vraiment très strict là, au niveau du 2 mètres lors d'interaction, dans les rassemblements privés également. Donc, vraiment un respect très strict avec le port de masque en tout temps, masque chirurgical là, d'intervention, pendant au moins 5 jours. Suite à donc votre total de 10 jours, qui comprend votre premier 5 jours d'isolement et votre deuxième 5 jours avec port de masque et mesures strictes, bien, vous êtes considéré rétabli, puis vous pouvez reprendre vos activités avec les mesures qui sont en vigueur actuellement pour la population. Si vous n'êtes pas adéquatement vacciné, vous n'êtes pas vacciné ou vous avez une seule dose, votre isolement est de 10 jours. Donc, l'isolement est maintenu de 10 jours pour toutes ces personnes-là. Pour les travailleurs de la santé en contact avec des personnes à risque qui sont adéquatement vaccinées, on a certaines mesures qui s'appliquent, une gestion de risque qui est faite de façon très rigoureuse pour assurer des milieux sécuritaires, à la fois pour les collègues de travail et pour les usagers. Mais l'isolement, je vous le confirme, sera au moins de 7 jours et de 10 jours là, pour certains travailleurs selon la condition. Il y a des mesures particulières également pour tous les milieux de vie collectifs. Donc, les règles d'isolement à 5 jours telles que je vous les ai présentées, c'est pour la population en général. Si vous êtes une personne qui habite une RPA, donc une résidence privée pour aînés, une ressource intermédiaire, un CHSLD, donc un milieu de vie collectif, l'isolement de 10 jours demeure et ne s'applique pas là, à cette catégorie de personnes qui habitent dans des milieux de vie collectifs. L'objectif est bien simple, c'est d'assurer d'éviter une transmission qui serait accrue auprès d'une population vulnérable. On sait que le taux de mortalité est plus élevé de façon significative là, pour les personnes âgées de 70 ans et plus. Donc, ça impose vraiment une prudence accrue pour éviter des éclosions, protéger nos personnes les plus vulnérables, puis évidemment, éviter des complications et des décès. Qu'est-ce que vous devez faire si vous avez également la COVID concernant vos contacts? Puisque maintenant, avec la santé publique, avec la très grande transmission qu'on a dans la communauté, que c'est fulgurant au niveau de l'augmentation du nombre de cas dans les dernières semaines, l'enquête, donc le traçage de cas,
n'est pas réalisé pour toute la population telle que c'était auparavant. Il y a vraiment une priorité d'accorder pour des milieux de vie vulnérables, pour des situations particulières. Donc, en général, si vous avez la COVID ou si vous êtes présumé avoir la COVID avec votre test rapide que vous avez à la maison ou même sans test rapide, c'est la responsabilité de chaque personne de prendre contact avec les gens pour qui vous avez eu des contacts rapprochés à l'intérieur pour les derniers 48 heures là, avant que vous avez eu votre apparition de symptômes. Donc, il est attendu, puis on demande vraiment une collaboration là, de chacun avec cette responsabilité-là que vous avez et que nous avons de façon collective de contacter toutes les personnes avec qui vous avez eu contact dans les derniers 48 heures à partir du moment où vous avez l'apparition de symptômes. Il y a deux types de contacts qu'on peut avoir. Donc, nos contacts qu'on peut appeler à risque élevé. Donc, ceux avec qui on habite dans la même famille, les enfants, le partenaire sexuel, le conjoint. Ces gens-là s'isolent de la même façon que vous. Donc, on considère que la transmission, elle est déjà probablement confirmée, que ces gens-là ont soit déjà la COVID ou l'auront. Donc, l'isolement et tout ce qui s'applique au niveau de la situation d'une personne qui a la COVID s'applique tel que je le présentais tout à l'heure. Les contacts modérés, donc à risque modéré, mais eux doivent vraiment ne pas nécessairement s'isoler, mais pendant 10 jours, avoir des mesures strictes et de respect des consignes, tout comme je mentionnais tout à l'heure, le port du masque, lors d'interactions sociales, limiter au plus possible là, les contacts sociaux, mais non pas à s'isoler à la maison. Si, par exemple, vous êtes à l'intérieur pendant plus de 15 minutes sans masque, mais un seul moment, bien, à ce moment-là, c'est vraiment surveillance des symptômes, port du masque là, de façon stricte et respect des mesures, mais l'isolement n'est pas requis pour ces gens-là. Ils peuvent continuer, par exemple, leur activité de travail. Il y a des particularités que je souhaiterais aussi mentionner concernant donc des mesures, puis je vais seulement le rappeler puisque j'y ai déjà fait référence là, pendant la période des fêtes, au niveau des mesures qui s'appliquent pour les visiteurs et les proches aidants dans les résidences privées pour aînés. Donc, maintenant, pour les visiteurs, les proches aidants, le passeport vaccinal est obligatoire pour avoir accès là, à un proche ou une personne qui habite dans une résidence privée pour aînés. On parle d'un maximum de 2 personnes par jour au maximum et 2 personnes à la fois. Et en cas d'éclosion, les gens seront informés, mais c'est seulement une personne là, qui aura accès et qui est une personne proche aidante, non pas un visiteur, qui pourra aller voir le résident. Pour les CHSLD, c'est les proches aidants exclusivement qui sont admis là, au sein de nos CHSLD. Un maximum d'une personne à la fois, une personne par jour. Et encore une fois, maintenant, le passeport vaccinal est obligatoire. Et suivant l'annonce qui a été faite aujourd'hui, dernier message important que je souhaitais vous rappeler, c'est qu'à compter du 18 janvier prochain, de nouveaux endroits, donc 2 nouveaux types de commerces exigeront le passeport vaccinal avec 2 doses, qui est actuellement là, le passeport vaccinal en vigueur pour la SAQ, donc notre Société des alcools du Québec, et également la Société québécoise là, du cannabis, de distribution du cannabis, la SQDC. Donc, c'est les 2 commerces qui, à compter du 18 janvier, exigeront le passeport vaccinal au sein de la région. Ça a été annoncé aujourd'hui. Éventuellement, d'autres commerces, d'autres entreprises là, pourront exiger le passeport vaccinal, mais toujours pas confirmé quel type ni les dates d'actualisation. Donc, on pourra vous en informer ultérieurement. Sur ce, je vous remercie. Puis, Sarah, je vais rester disponible pour des questions. Merci beaucoup. Je cède maintenant la parole à Dr. François Aumont, directeur par intérim des services professionnels de l'enseignement universitaire et de la pertinence clinique. Bonjour à tous, bonne année 2022. Écoutez, au niveau des services hospitaliers, évidemment, on est en janvier, donc on a un achalandage important comme tous les hivers. Et on a évidemment des cas de COVID. Là, en date d'hier, il y avait 14 patients hospitalisés à cause de la COVID ou porteurs de la COVID, dont 4 aux soins intensifs. Ça reste que ce n'est pas un nombre très élevé, mais vous avez vu les prévisions de l'INES et du ministère là, que ça pourrait augmenter. Actuellement, le message à passer, c'est que tous les services critiques et les services essentiels sont maintenus et seront maintenus. Il y a une excellente mobilisation des équipes médicales, il y a de l'entraide, donc il n'y aura pas de fermeture de services essentiels comme les urgences, les salles d'accouchement, les soins intensifs, les unités d'hospitalisation. Tout va être couvert, il y aura de l'entraide là où il le faut. Donc, le message, c'est on ne consulte pas pour rien, on ne consulte pas à l'urgence pour venir confirmer qu'on fait la COVID, mais si on a quelque chose de grave, si on a besoin de l'urgence, si on a besoin d'une chirurgie urgente, ces services-là seront assurés. Évidemment, on est partout au Québec, dans une
précarité au niveau du personnel. Il faut que le personnel qui est en retrait, qui est en isolement, puisse être remplacé. Donc, ça nous amène à faire un certain délestage. Le délestage des activités chirurgicales est en cours, mais encore là, toutes les chirurgies urgentes, les chirurgies pour cancer ou toutes les conditions pour lesquelles l'attente serait délétère aux patients, ces chirurgies ou ces interventions-là, incluant les interventions diagnostiques et endoscopiques, vont être maintenues. Et là-dessus, je veux remercier l'ensemble des équipes médicales et de toutes les équipes cliniques du CIS qui contribuent à maintenir ces services. Merci. Pour poursuivre, Dr. Jean-Yves Boutet, chef du département régional de médecine générale, s'adressera à vous. Bonjour, donc aussi bonne année. Du côté de la médecine générale, ce qu'on voudrait expliquer aux médias, c'est que d'abord, toute la population qui a face à des symptômes, bien évidemment, on vous a parlé de l'isolement, c'est fort important. Il y a quand même un guide d'auto-soin qui a été fait, donc les gens peuvent le consulter pour savoir un peu qu'est-ce qu'ils peuvent faire sur le fond de la fièvre, la température, des courbatures, etc. Ils peuvent aussi aller sur l'info sociale. Je pense que les gens qui, des fois, qui l'attendent sont inquiets. La santé mentale fait partie quand même des éléments qui sont associés avec l'anxiété qui peut générer un diagnostic de la sorte. Puis évidemment, il y a l'info santé 811 que les gens peuvent également consulter. Les gens peuvent également aller sur le site québec.ca pour trouver toute l'information nécessaire, surtout quand c'est les gens qui veulent informer des personnes plus âgées, leurs parents, de certaines informations. Ce qui est important de vous mentionner, c'est que les services en première ligne, on tente de les maintenir à la plus grosse capacité avec donc de l'accès adapté, des rendez-vous populationnels en GMF, en groupe de médecine de famille. Et puis également, les centres désignés de pédiatrie qu'on appelle CDP, ben, ils vont accepter également des adultes. Ça, c'est donc un offre de plus qu'on essaie de faire pour que les gens puissent consulter autant les gens qui ont un médecin que ceux qui n'ont pas de médecin de famille. Donc, on repasse en mode de sans rendez-vous populationnel, c'est bien important. La vague actuelle, qu'on appelle la 5e vague, quand même une vague qui devrait être intense, mais de courte durée. On nous parle d'à peu près 3 semaines, peut-être 4 semaines. Donc, ce qu'on demande aux gens pour les 3 à 4 prochaines semaines, c'est tout ce qui peut attendre après la vague, on va attendre. Mais si c'est urgent, vous consultez. Si vous avez la COVID, vous consultez. Évidemment, ben, on prend les médecins vont prendre les mesures d'avoir le N95, des lunettes de protection, etc. Mais ce n'est pas une raison, vous avez la COVID et puis vous avez des symptômes, de ne pas consulter, d'attendre et que votre condition puisse s'aggraver. Évidemment, on va essayer de quand même d'offrir de la téléconsulte pour les patients avec des maladies chroniques, pour éviter que les salles d'attente soient pleines, parce que ce virus-là, le Omicron, est excessivement contagieux, donc on fait attention de ne pas avoir des salles d'attente trop pleines, mais on a vraiment l'intention de quand même essayer de donner le meilleur service à la population durant ces 3 à 4 semaines qui vont être quand même fort occupés. Pour ce qui est des accompagnateurs, quand les gens viennent dans les cliniques GMF surtout, on demanderait que les gens qui accompagnent aient 3 doses pour, protéger les autres gens qui sont dans les salles d'attente. Il faut comprendre que des fois, il y a des gens immunosupprimés qui peuvent être là également. D'un autre côté aussi, il ne faut pas, si vous avez un test rapide ou si on suspecte que vous avez la COVID, de venir dans une clinique sans rendez-vous, dans un GMF ou encore à la CDE, là, ou encore à la salle d'urgence pour demander que l'employeur veut un papier. Le médecin ne pourra pas vous donner un papier parce qu'il n'y a pas de test confirmé. Puis même si vous vous présentez à l'urgence, vous n'aurez pas accès au PCR. Donc, on fait à preuve à la bonne foi tant des employeurs que des employés de ne pas consulter dans les salles d'urgence en GMF et aussi en rendez-vous populationnel pour avoir des certificats. Certificats que les médecins ne pourront pas donner parce qu'on se fie sur la bonne foi des gens. Donc, un rappel que c'est vraiment important d'utiliser donc notre gros bon sens, le jugement, et que si vraiment vous avez besoin de consulter, il y a de la place pour que vous soyez vu. Mais pour les 3 à 4 prochaines semaines, on vous demanderait d'éviter de consulter si cette condition-là pourrait être mise en attente et être vue quelques semaines plus tard, parce que c'est vraiment un point critique sur les 3 à 4 prochaines semaines. C'était pour moi ce que je vais à mentionner comme chef de DRMG. Merci beaucoup. J'invite maintenant Dr. Omobola Sobanjo, directrice par intérim de santé publique, à prendre la parole. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. J'ai apprécié l'opportunité de pouvoir partager avec vous certaines informations. Comme vous avez pu constater, les données épidémiologiques sont assez préoccupantes. Ça fait plusieurs semaines que nous avons des taux très élevés. Hier, ce sont 245 cas qui ont été confirmés dans le laboratoire avec les tests PCR. Nous savons qu'il y en a beaucoup plus qui sont dans la communauté qui ont été confirmés par les tests rapides.
Aussi, nous avons actuellement 1465 cas actifs qui sont répartis ainsi dans nos MSC. Donc, dans l'MSC d'Abitibi-Ouest, nous avons 184, dans l'MSC d'Abitibi, 185, dans l'MSC de Témiscamingue, 186, dans l'MSC de Rouyn-Noranda, 350 et dans l'MSC de Vallée-de-l'Eau, 556. Donc, nous constatons encore que la transmission est plus importante lorsqu'on regarde au nombre absolu de cas qui sont confirmés par test PCR dans l'MSC de Vallée-de-l'Eau. Toutefois, nous savons qu'il y a probablement d'autres cas dans d'autres MSC qui ne sont pas déclarés à la santé publique. Aussi, il faut considérer que lorsqu'on regarde par prorata de la population, la transmission et l'impact de cette vague est plus important dans l'MSC de Témiscamingue, avec le nombre de cas qui ont été confirmés et déclarés par le laboratoire dans ce territoire. Les données des hospitalisations vous a déjà été transmis. Donc, nous avons eu 16 cas qui sont hospitalisés en fin de journée hier, dont 4 aux soins intensifs. Nous avons malheureusement 13 décès maintenant associés depuis 18 juillet. Et nous avons des éclosions dans plusieurs milieux. Dans les dernières semaines, nous avons des personnes de tout âge. Donc, à partir même avant un an, nous avons des très jeunes enfants et nous avons des personnes plus âgées. Nous avons des personnes plus que 80 ans qui sont aussi atteintes avec la COVID. La bonne chose, c'est que la majorité des personnes qui ont eu leur 2 doses ou même leur 3 doses, parce qu'il y en avait certaines qui venaient juste d'avoir leur 3e dose quand ils ont été infectés par la COVID. La majorité d'entre eux se portent bien et ils sortent de la maladie avec moins de symptômes. Par ailleurs, nous avons dans nos données 1139 personnes qui se sont rétablies. Donc, nous savons que la bonne partie, malheureusement, il y en a certaines qui vont avoir besoin d'hospitalisation ou de décès, mais la majorité, surtout ceux qui sont vaccinés, sont bien. Donc, c'est de là l'importance de garder, de prendre rendez-vous quand ce sera votre tour, d'aller chercher vos doses de rappel, parce que nous savons que le vaccin aide à prévenir des maladies sévères et aussi à prévenir, parce qu'avec, pour ceux qui ne l'ont pas encore, été infectés par la COVID, la 3e dose va vous protéger contre l'infection. Une autre chose à mentionner, c'est avec le nombre de cas importants que nous avons et le fait que plusieurs cas se sont confirmés ou déclarés ou confirmés par des tests rapides à la maison. Ce n'est pas tous ces cas qui sont déclarés à la santé publique, mais chaque citoyen et chaque milieu a une responsabilité de faire le traçage et d'appliquer les mesures nécessaires. Aussi, c'est important que les mesures rehaussées qui ont été divulguées par chaque secteur, qui ont été définies, soient appliquées de façon rigoureuse dans chaque milieu de travail. Aussi, le télétravail obligatoire est important parce que de cette manière, on va arriver à diminuer le contact. Aussi, le fait qu'on reste avec nos boules familiales va faire en sorte qu'on aura moins de chances d'être exposé à quelqu'un qui est déjà infecté. Donc, c'est toutes des choses qu'on peut faire. Nous, demain, disponibles, on donne beaucoup de support aux milieux qui sont vulnérables à des éclosions. Nos équipes continuent à faire des enquêtes pour des personnes plus âgées, pour des secteurs vulnérables, pour le milieu, les jeunes enfants qui sont en service de garde, pour certains secteurs. Actuellement, avec le volume que nous avons, on ne peut pas couvrir tous les secteurs de la même manière qu'on faisait auparavant, mais on supporte quand même pour des situations très préoccupantes ou des milieux pour lesquels on sait qu'ils ont besoin plus de support. Donc, la santé publique et les équipes de santé au travail demeurent disponibles avec un support d'une manière différente. Ça fait le tout de mes messages et je demeure disponible pour répondre aux questions. Merci. Je laisse maintenant le soin à Mme Katia Châteauvert, directrice de la campagne de vaccination contre la COVID-19, à conclure l'information du jour. Oui, bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous. J'en profite pour vous souhaiter une bonne année 2022. Donc, concernant le bilan de vaccination, les données seront disponibles sur notre site Internet. Par contre, je vais vous donner quelques chiffres. Entre autres, notre 3e dose, nous avons administré en Abitibi-Témiscamingue actuellement 37 847 3e doses, qui nous donne une couverture de 27 %. Et pour nos 5-11 ans, on a rejoint 7 700 enfants, dont presque 7 500 vaccinés, ce qui nous fait une couverture vaccinale pour nos 5-11 ans de 66 %.
Donc, les enfants de 5-11 ans là, commencent à recevoir là, dans les prochaines semaines leur deuxième dose là, qui avait été planifiée suite à la première qui avait été faite en fin novembre, début décembre. Au niveau des clientèles qui sont visées, aujourd'hui, ce sont les gens de 50 ans et plus qui peuvent prendre rendez-vous et de nouvelles orientations ont été prises aujourd'hui pour les prochaines clientèles. Donc, à compter de demain, les 45 ans et plus vont pouvoir aussi prendre rendez-vous. Et la semaine prochaine, les 40 ans le 10 janvier, les 35 ans le 12 janvier, les 25 ans et plus le 14 et finalement les 18 ans et plus à compter du 17 janvier. Donc, je tiens aussi à préciser une orientation qu'on a prise depuis cette semaine concernant les gens qui se présentent en sans rendez-vous qui ont 30 ans et plus. Donc, on donne présentement le vaccin Moderna pour les 30 ans et plus pour la raison uniquement qu'on a été limité un petit peu dans les livraisons de vaccins Pfizer à l'ensemble du Québec. Donc, on garde le vaccin Pfizer pour les gens que c'est vraiment recommandé, c'est-à-dire les personnes de 29 ans et moins. Donc, présentement, c'est uniquement les 100 rendez-vous de dose de rappel qui est offert le vaccin Moderna. Je tiens à préciser que les deux vaccins sont très bons et l'interchangeabilité est très reconnue aussi. Donc, c'est vraiment les éléments là pour les vaccins. Une autre précision aussi, il y a beaucoup de personnes qui ont actuellement fait la maladie. Je tiens à préciser que les gens qui ont fait la maladie, qui étaient adéquatement vaccinés avec 2 doses, n'ont pas à recevoir la dose de rappel pour le moment. Et dernière petite chose, je vous précise, là, pour prendre rendez-vous, vous pouvez aller directement sur Clic Santé ou appeler à la centrale téléphonique au 1-877-644-4545. Et je vous précise aussi de vous habiller chaudement pour aller vous faire vacciner. Il y a quand même certains délais d'attente et je ne voudrais pas que les gens aient froid. Donc, c'est important de s'habiller chaudement pour aller à l'extérieur. Et aussi, un petit rappel sur la distanciation. Quand il y a beaucoup de monde dans les files d'attente, on a des gens pour nous aider à gérer les files d'attente, mais je vous demande de respecter le 2 mètres là, qui est prévu entre chacune des bulles familiales. Et aussi, tout le monde fait son possible, donc on demande une preuve de civisme de tous là, pour passer au travers là, ces prochaines semaines. Donc, ça fait le tour des éléments que je vais vous partager. Si c'est des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Merci beaucoup. Alors maintenant, représentant des médias, vous pouvez adresser vos questions via la zone de clavardage ou de vive voix en précisant, si possible, le porte-parole à lequel vous souhaitez adresser votre question. Première question, M. François Munger de Médiaté. Oui, bonjour. Bonne année 2021 pour commencer. Dans un premier temps, j'aimerais savoir, au niveau des hospitalisations, on parle de 16 hospitalisations, 4 personnes aux soins intensifs. J'aimerais qu'on précise combien de ces gens-là étaient déjà à l'hôpital et ont fait la COVID à l'hôpital et combien sont réellement là pour la COVID. Je peux répondre. Oui, c'est 16. J'avais dit 14 tantôt parce que c'était 14 dans le résultat hier, 14,5, mais il y en avait 2 en observation à l'urgence. Donc, pour un total de 16, 4 aux soins intensifs. Partout au Québec, on s'attend actuellement à ce qu'environ 35 à 40 des patients hospitalisés avec la COVID ne sont pas hospitalisés à cause de la COVID. C'est une autre condition qui les amène. Sans rentrer dans le détail, parce que les dossiers sont confidentiels, on n'a pas tous les détails. Je vous donne un exemple. Un patient peut arriver en infarctus, il va être mis aux soins intensifs. C'est pas la COVID du tout qui l'amène à l'hôpital, mais est-ce que la COVID n'a pas eu un lien dans cet infarctus-là? Ça n'est pas exclu. Donc, on peut s'attendre actuellement à ce qu'environ 40 de ces 16 patients-là ne soient pas à l'hôpital à cause de la COVID. Pas trop de questions. Combien l'ont attrapé à l'hôpital? On a eu une seule unité hospitalière où il y a eu une éclosion. Donc, quand ça répond à la définition d'éclosion, c'est-à-dire qu'il y a eu plus qu'un patient chez qui on a découvert la COVID à l'hôpital. Ça a été à Ville-Marie. Maintenant, il n'y a plus beaucoup de cas à Ville-Marie, mais ça ne veut pas dire du tout que la COVID a été attrapée à l'hôpital avec la transmission communautaire importante, avec la quantité de monde qui ont la COVID sans avoir de symptômes. Ça se peut tout à fait que le patient se déclare positif là, dans les heures ou les jours suivants son arrivée. Donc, on n'a aucune évidence que ça s'attrape à l'hôpital et vous savez probablement, mais les mesures de protection sont resserrées. Les travailleurs portent le N95 lorsqu'ils sont à moins de 2 mètres du patient ou qu'ils sont dans la même pièce pour donner des soins. Donc, on pense que notre milieu est tout à fait sécuritaire. Monsieur Thierry Denoncourt, le citoyen. Oui, bonjour. Bonne année aussi. Dites-moi, c'est
je ne sais pas si c'est très pertinent, mais c'est quand même assez pertinent. Là, on est rendu à quelle vague? Là? Hein, on parle comme de la 5e vague qui commence là, maintenant pour 3 semaines. 4 semaines, on prévoit à cause que c'est le variant Omicron. Ou j'essaie de me situer, là, les gens, c'est parce qu'on se demande si on surfe sur la même vague que le reste du monde. Oui, bonjour. Bon, je vois mon collègue, Dr. Boutet, qui ouvre sa caméra. En fait, vous avez raison, hein, on entend à la fois la 4e vague qui a débuté le 18 juillet, puis on entend largement la 5e vague. Quand on voit les graphiques aussi de l'évolution de la situation épidémiologique partout au Québec, on voit bien que c'est un nouveau pic là, qui est présent. D'ailleurs, même le gouvernement nomme cette vague-ci comme la 5e vague. Par contre, il n'y a pas de date confirmée actuellement pour déterminer à quel moment la 5e vague a pu débuter. Donc, ce qui fait en sorte qu'actuellement, notre date de référence est toujours celle du 18 juillet qui correspond à la 4e vague. Pour d'autres précisions là, que souhaite peut-être apporter Dr. Boutet, je vais le laisser poursuivre. Ouais, c'est ça, c'est qu'actuellement, à cause de le haut taux de contagiosité, on s'attend à ce que vraiment on ait un tsunami de cas, ce qui est actuellement le cas, avec beaucoup plus d'hospitalisation. Donc, c'est pour ça qu'on parle de 5e vague, parce qu'on regarde les courbes, on voit bien qu'il y a vraiment une hausse importante. Donc, mais effectivement, on est au début de la courbe, donc on s'attend vers le 17 janvier à vraiment avoir le pic d'hospitalisation. Donc, c'est pour ça qu'on est très sensible, on va viser la population que les capacités hospitalières sont limitées et qu'on s'attend à ce que cette vague-là soit intense pour à peu près 3 semaines. C'est ce qu'on a été informé quand on a des rencontres avec le ministère de la Santé, entre autres avec le Dr. Oparnia sous-ministre. C'est ce qui revient souvent, c'est le délai ou le terme d'à peu près 3 à 4 semaines. C'est pour ça qu'on vous en parle de cette façon. Là, les cas confirmés, là, c'était 150, 188, là, 250 par jour. Si on n'a pas atteint le pic, là, je comprends très bien qu'on est dans le début de la vague. Là, on va avoir des cas, on va avoir des milliers de cas par jour. Puis ça, c'est ceux qui sont confirmés. Ceux qui vont être confirmés, c'est strictement les employés, les travailleurs essentiels pour les tests rapides PCR. Le reste, ben, ça va être des tests rapides puis des autodiagnostics. Et puis, ce qu'on va surtout surveiller, je pense, au Québec, c'est les taux d'hospitalisation dans les différents RLS. C'est ça qui va être vraiment le critère pour savoir comment on s'en va, parce que pour le reste, c'est clair les chiffres qu'on donne, ben, c'est qu'un survol des tests PCR. Il faut comprendre que les tests rapides, actuellement, les gens ne sont pas obligés de s'inscrire à un registre pour dire que leur test est positif. Donc, vous comprenez qu'il reste une grande portion qu'on n'a pas l'information, d'où la variable qu'on va regarder le plus dans les prochaines semaines, c'est vraiment le taux d'hospitalisation qui va vraiment être l'élément le plus important pour éviter qu'il y ait des ruptures, des couvertures dans les centres hospitaliers. Justement, j'allais là, c'est là qu'on allait. Là, notre capacité d'hospitalisation, là, on est déjà dans le délestage. On a combien de capacités? Là, vous disiez que c'est pas si mal. On en a 16 qui sont hospitalisés. On a 250 cas par jour. Dans les derniers 24 heures, on sait que ça va monter. Notre capacité, ça va être quoi, là, notre maximum? Il est où, là? Je laisserai peut-être le docteur Aumont, qui est le directeur du service professionnel, plus vous donner là, le volet officiel là, pour éviter qu'on je pense qu'il est plus au fait des. On doit y accrocher, en tout cas. Là, je pense que tout le réseau est sous le choc. Ben, c'est sûr que le ministère, à cette phase-ci, s'attend à ce qu'on soit capable d'avoir 20 patients COVID, dont 8 patients hospitalisés aux soins intensifs. On s'attend à un niveau d'alerte, si on veut, 4 à dépasser le 20 patients COVID. Et où la capacité? La capacité, on va se la faire justement en remettant plus tard certains cas électifs. La capacité va dépendre davantage de comment notre personnel est en forme pour travailler, parce que si tout le monde est là, on va être capable, en étalant un petit peu la vague, d'y arriver. Puis Mme Châteauvert nous a parlé du très bon rythme de vaccination. Fait que tout le monde qui reçoit sa 3e dose actuellement, tant les travailleurs de la santé vont
ça va leur éviter d'être malades. Et les personnes qui sont les plus vulnérables, bien, ça va leur éviter d'être hospitalisées parce que le taux de succès de la troisième dose est très bon pour prévenir les hospitalisations. Ça fait qu'on pense qu'on va être tout à fait en mesure d'y arriver, surtout, comme on l'a dit tantôt, qu'il y a à peu près 40 des gens qui vont être hospitalisés avec la COVID qui auraient été hospitalisés pour autre chose. Prenons un exemple très simple, là, que ce soit une personne qui accouche ou une personne qui chute sur la glace, qui se fait une fracture de la hanche, puis qui avait la COVID, qui ne le savait pas. Là. Donc, on a confiance avec les lits actuels, avec la mobilisation des gens, l'entraide des équipes médicales, les équipes infirmières et professionnelles, qu'on va être capable de répondre à tous les besoins urgents de la clientèle hospitalière. Je comprends, puis je comprends la situation auquel vous faites face, je ne veux pas prendre trop de temps, là. Mais si on se retrouve avec 50 personnes à être hospitalisées, là, on a-tu la capacité? Peut-être que je pourrais compléter Dr. Aumont à ce sujet-là. Puis, je pense que le message il a été très clair, là, mais on va le répéter. La capacité à offrir les services urgents essentiels, critiques à notre population, on va s'assurer de l'avoir. Mais l'enjeu ou l'envers de la médaille, c'est qu'on doit délester davantage de services à partir du moment où on doit mobiliser un plus grand nombre d'intervenants, de médecins, d'infirmières, d'autres professionnels pour être capable d'hospitaliser tous ces gens-là, être capable d'en prendre soin adéquatement en fonction de leurs besoins. Oui, les gens qui ont besoin d'être hospitalisés au niveau de la COVID, mais également des gens qui vont faire un infarctus, qui vont faire un AVC, qui ont besoin de soins de santé, mais qui ont besoin de soins de réadaptation, de services par la suite, avec le fait aussi que l'ensemble du Québec va être pris dans la même situation, avec les mêmes enjeux. Donc, on va devoir s'assurer nous-mêmes, avec les effectifs qu'on a, avec le personnel médical et les employés qu'on a, de pouvoir rendre ces soins-là. Actuellement, au niveau des hospitalisations, on est en capacité de le faire. On a des travailleurs de la santé qui sont à plus de 100 par jour, là, qui sont absents simultanément. On priorise toujours les activités qu'on maintient, on fait du déplacement. Les gens sont extrêmement engagés, acceptent volontairement d'être déplacés puis de prêter main forte à leurs collègues. Donc ça, à toutes les fois, là, je le fais bien, mais je souhaite encore les remercier puis souligner cet engagement-là de tous. Donc, on arrive à le maintenir. Présentement, c'est 20 de nos lits de soins intensifs qui sont occupés par des gens qui sont affectés par la COVID, que ce soit parce que c'est leur diagnostic primaire, donc la raison de leur admission, ou qui est en cours d'admission, là, qu'ils ont la COVID ou qu'on constate qu'ils ont la COVID en plus de leur autre pathologie. Donc, présentement, avec la situation actuelle, on est en mesure d'offrir les services et on va toujours s'assurer de maintenir tout ce qui est critique et essentiel à la population, mais malheureusement au détriment d'un délestage plus important potentiel là, d'autres services. Évidemment, on a fait aussi un appel à la population. Donc, on a eu en quelques semaines seulement 400 personnes qui ont répondu à « Je contribue ». Plusieurs d'entre elles ont été appelées ou seront appelées prochainement pour contribuer à bonifier les équipes, à remplacer ou à ajouter un renfort aux équipes actuelles parce qu'on ne sait jamais à quel moment et dans quel endroit on aura des effectifs, des employés qui vont devoir être retirés du travail. Donc, les 3 éléments à retenir, c'est réellement le niveau d'hospitalisation dont on va avoir besoin de prendre soin là, au sein de nos installations. Et ça, la population, avec toutes les mesures que vous respectez, vous avez chacun un impact possible sur ne pas engendrer davantage d'hospitalisation. Donc, ça, c'est vraiment le respect des mesures qui est attendu. Travailleurs de la santé qui sont absents, on a différents éléments qui nous permettent aussi de ramener, là, de ramener des gens au travail, malgré le fait qu'ils devraient être en isolement. Comme je le mentionnais tout à l'heure, nos travailleurs de la santé sont ramenés après 7 jours au niveau de l'isolement. On a également différentes mesures là, pour s'assurer de maintenir le plus possible nos personnes au travail, notre personnel au travail, quoiqu'il est extrêmement épuisé actuellement. Là, comme vous vous en doutez bien, là, ça fait déjà 2 ans qu'on est dans un contexte pandémie très intensif. Et vaccination. Donc, c'est les 3 éléments là, qu'on considère et qu'on regarde. Pour nous, le facteur et l'indicateur qu'on suit davantage, c'est les gens en soins intensifs parce que ceux-là, la grande majorité, c'est des gens qui ont besoin d'être admis pour la COVID et qui ont besoin de soins plus importants. Et c'est là où notre niveau critique est plus important actuellement. Mélissa Aubert, TVA. Oui, bonjour, bonne année déjà. Je voulais savoir par rapport au nombre de personnels qui vous manquent, est-ce que vous avez un chiffre précis de combien de personnes ne sont pas là, ne peuvent pas assurer leur emploi en ce moment? Et je voulais aussi savoir, est-ce que vous pouvez me rappeler le nombre d'éclosions qu'on a en ce moment dans la région, s'il vous plaît? Oui, bonjour, Madame Aubert. En fait, pour votre première partie de question, je vais pouvoir y assurer une réponse et je vais transférer là, pour la deuxième partie avec Dr. Sobanjo. Donc, pour le nombre de personnels manquants,
On a deux éléments qui sont importants dans notre région. On a un enjeu de pénurie de main-d'œuvre qui était déjà bien présent avant la COVID, qui l'est toujours, avec des chiffres qui s'accroissent au niveau d'un manque de main-d'œuvre. On se souvient d'un 250 infirmières. Puis si on additionne à tous les cadres de métier, les titres d'emploi pour lesquels on a des employés pour lesquels on a des quarts non comblés, donc des postes et des affectations non comblées. C'est tout près de 1000 personnes qui nous manquent au sein de l'organisation. À ça s'ajoute maintenant un facteur d'absence lié à la pandémie, tel que je le mentionnais tout à l'heure. C'est plus de 100 personnes chaque jour qui s'absentent et qui sont retirées du travail, imprévues évidemment, parfois dans un même secteur, parfois dans divers secteurs, de tout type d'emploi confondus. Pour chaque absence, on s'assure d'évaluer si cette personne-là doit absolument être remplacée pendant sa période de retrait. Si tel n'est pas le cas, mais on ne remplace pas systématiquement tout le monde. Puis si la personne est essentielle pour maintenir une offre de service, c'est là où on fait appel au volontariat et au déplacement d'autres employés pour maintenir l'offre de service qui doit être maintenue pendant la période d'isolement. Je sais qu'il y a le nombre d'éclosions actuellement en région. Je n'ai pas le nombre exact et je dois mentionner que c'est une situation qui bouge assez rapidement, qui évolue rapidement, de sorte que des fois, on est en vigie, mais au cours de la journée, ça devient une éclosion. Donc, on le suit de près. On a plusieurs milieux pour lesquels on a des rencontres, on a un comité de vigie et de suivi, mais le nombre précis, je ne veux pas m'hasarder à dire un nombre juste par hasard, mais je pourrais vous confirmer. Et aussi, par ailleurs, il y a aussi d'autres milieux pour lesquels on n'a pas encore saisi, c'est-à-dire parce qu'il y a plusieurs employés qui ont la COVID et les mesures ont été mises en place, on a été avisé de certains, mais il y en a certains d'autres pour lesquels on n'est pas avisé. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a plusieurs milieux en éclosion, il y a plusieurs milieux qu'on supporte étroitement et il y a plusieurs milieux qu'on donne une fiche. En mesure d'ouvrir votre micro? C'est à mon tour? Oui, allez-y. OK, pardon, ça a coupé. Ma question va être pour Mme Châteauvert. Elle a parlé de la troisième dose pour les gens qui sont doublement vaccinés, qui ont attrapé, qui ont contracté la COVID. Elle a dit pour le moment, ils n'ont pas besoin d'aller chercher leur troisième dose. Ça fonctionne. Pour le moment, c'est parce que les consignes pourraient changer et ça fonctionne aussi pour les tests pour les gens plutôt qui ont fait des tests rapides à la maison, c'est la même chose. Eux n'ont pas à aller chercher leur troisième dose? Merci pour votre question. Effectivement, les gens qui ont eu la COVID, soit avec un test rapide ou un test confirmé en laboratoire, la troisième dose n'est pas nécessaire parce que la maladie amène une certaine immunité. Donc, effectivement, c'est ce qu'on recommande à la population actuellement. J'aurais une deuxième question. Je peux la faire tout de suite? Oui. OK. Bien, elle ne s'adresse pas à vous là, cette fois-ci, mais il y a certains syndicats, dont la PTS, qui ont déploré l'organisation de la clinique de dépistage, peut-être aussi qu'elle s'adresse à vous, là, à Val-d'Or, qui a lieu au 3e étage du CLSC, en disant que les gens qui se présentent pour recevoir leur test de dépistage vont avoir des contacts parfois étroits avec certaines personnes de la population en général, que ce soit des patients qui sont là ou encore du personnel hospitalier. Est-ce que vous êtes en mesure de nous confirmer que la façon de faire là-bas, elle est sécuritaire pour tout le monde? Oui, bonjour. Puis, on est bien au fait, effectivement, là, de la situation, puis des éléments qui ont été rapportés par certains groupes, dont la PTS auquel vous faites référence. Puis, les validations ont toutes été réalisées. Il y a eu des améliorations dans le courant des dernières semaines. À partir du moment où la clinique de dépistage à Val-d'Or a dû être changée d'endroit, on a mis en place différentes mesures qu'on a bonifiées dans les dernières semaines et je vous confirme que présentement, tout est sécuritaire. Vraiment, là, à chaque changement de quart de signaleur, donc à chaque nouvelle journée de dépistage, l'enseignement est fait, les consignes sont données aux signaleurs qui sont sur place, qui sont parfois pas toujours les mêmes personnes. On a des personnes présentes à temps complet qui assurent le respect des consignes. On s'est assuré qu'au niveau de la capacité de la salle d'attente aussi, on n'ait pas davantage de personnes qui attendent dans la salle d'attente que la capacité maximale en fonction du respect des mesures.
Maintenant, là, parce qu'il y était un temps où les gens attendaient parfois dans des escaliers pour pouvoir avoir accès à leur test de dépistage. Donc, on a revu aussi les modes d'attente là, pour que les gens puissent attendre à l'extérieur ou dans leur voiture le temps de pouvoir avoir leur dépistage. Donc, tout a été révisé, d'ailleurs, là, avec différentes instances externes à l'organisation pour s'assurer que toutes les mesures sont en place et assurent la sécurité de toute personne qui circule dans ce milieu-là. Donc, à la fois les usagers, à la fois le personnel, puis quel que soit l'usager pour quel service il vient se rendre dans la bâtisse qui est au CLSC à Val-d'Or. Monsieur Munger. Oui, en fait, on a vu quelques décès dans les dernières semaines. Bon, on n'était peut-être pas nécessairement habitué à en voir tous les jours ces temps-ci. Est-ce qu'on est capable de dresser un portrait des dernières semaines? Est-ce que on remarque que ce sont des gens vaccinés, non vaccinés? Est-ce qu'on a des tranches d'âge pour ces décès-là? Quel est le portrait des décès des dernières semaines? Sans donner trop de détails parce que, en raison de confidentialité, ce que je pourrais vous mentionner que premièrement, c'est malheureux de voir tant de nombre de décès, mais aussi plusieurs des décès que nous avons eus dernièrement, malheureusement, c'est des personnes qui avaient déjà une fragilité au niveau de leur santé qui fait en sorte que lorsqu'ils ont contracté la COVID, cela leur a rendu très susceptibles et finalement, ils ont dû succomber à la maladie. Donc, c'est des personnes qui, la plupart, avaient déjà des comorbidités. 80% avaient, presque 80% étaient vaccinés, 2 doses, mais ils n'ont pas encore la 3e dose. Et ils sont des personnes plus âgées aussi. Donc, la population qui est plus vulnérable et qui est plus susceptible des conséquences ou des sévérités associées à la COVID-19. Madame Aubert. Oui, ma dernière question, ce serait pour les communautés autochtones. Est-ce qu'on sait quelle est la situation dans les communautés, par exemple le nombre de cas ou encore le nombre d'éclosions? Oui, merci beaucoup. Oui, on a des informations avec les communautés autochtones et nous recevons les données. Donc, heureusement, les centres de santé ils font le suivi auprès des cas qui sont confirmés, des contacts qui sont confirmés dans leur communauté et ils nous envoient les données et les statistiques pour leur communauté et ils nous informent si jamais il y a des besoins ou des enjeux et on travaille avec eux pour collaborer avec eux. Pour l'instant, oui, dans presque toutes nos communautés, les cas sont présents parce que ça représente qu'est-ce qui se passe dans notre région en général, mais la situation est sous contrôle dans toutes ces communautés. Un peu à l'instar de ce qu'on voit dans la région, que la majorité des cas sont liés aux activités, aux contacts. Les gens sachent qu'ils ont été capables de dire « Oh, moi, j'étais en contact avec telle personne et ils ont eu le résultat positif. » Donc, aussi, dans ces communautés-là, c'était souvent des membres, soit des membres de même famille, ou des gens qui ont eu des activités ou des contacts l'un avec l'autre. Donc, la situation est sous contrôle. C'est encore, on continue à les surveiller et travailler de près, mais oui, on est au courant de ce qui se passe dans nos communautés autochtones aussi. La dernière question sera adressée par M. Munger. Oui, on se fait déjà poser la question là, sur ce qui a été dit dans les dernières minutes au niveau de la 3e dose et des gens qui ont déjà fait la COVID. Et là, la question se pose déjà, si j'ai eu la COVID, que j'ai fait un test rapide, mais que je n'ai pas eu accès à un test PCR, comment ça va fonctionner avec le passeport vaccinal? On sait que le ministre Dubé l'a dit tantôt, le passeport vaccinal va être élargi à la 3e dose bientôt. Comment on va fonctionner à ce niveau-là? En fait, je vais répondre à la question, mais en mentionnant qu'on attend les modalités actuellement. Là, vous l'avez dit, M. Dubé l'a confirmé tout à l'heure. Donc, les modalités vont prévoir le fait que ce qui est attendu comme vaccination, puis comme délai de vaccination, s'il y a lieu là, entre une 2e dose et une 3e dose, par exemple, pour une personne qui aurait la COVID, si jamais ça se présente, ou le fait de ne pas avoir besoin de cette 3e dose-là telle que c'est actuellement, mais que tout ça soit prévu, tout comme ça l'est déjà là, pour le passeport vaccinal,
qui actuellement est à 2 doses, mais une personne qui a déjà fait la COVID a maintenant un passeport vaccinal valide également avec une seule dose de vaccination. C'est aussi pourquoi il y a un délai dans l'application, puis que ce n'est pas encore annoncé là, la date et exactement comment tout ça va se réaliser. On sait qu'il y aura une plateforme d'autodéclaration, donc les personnes qui auront accès à un test rapide et qui pourront aller autodéclarer là, le fait qu'ils ont fait la COVID. Donc, cette plateforme-là pourra, j'imagine, être mise à contribution, mais les modalités ne sont pas définies. Donc, évidemment, dès qu'on a plus d'informations, on va en informer la population. Mais les délais qu'on a actuellement font en sorte qu'on aura le temps de s'y préparer. Mais maintenant, pour ceux qui ont accès à une 3e dose, c'est le temps d'aller vous faire vacciner en respectant évidemment là, les tranches d'âge puis le moment où il y aura accès. Point de presse, je vous rappelle qu'à compter de demain, vous pourrez consulter l'infolette hebdomadaire, soit sur notre site web ou via notre page Facebook. Sur ce, merci encore à nos porte-paroles, merci aux représentants des médias, à la population de participer à ces points de presse. C'est à mon tour de vous souhaiter une bonne année et de vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Merci à tous.